Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Fondamental Podcast, le podcast de finance qui se concentre sur les fondamentaux. Je suis Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné d'Hugo de la chaîne IQ Invest. Chez FFP, on vous parle de bourse, de finance et de business chaque lundi matin à 8h pour bien commencer la semaine. Avant de commencer l'émission, n'oubliez pas de nous laisser des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast et un maximum de likes sur YouTube. Ça nous aide beaucoup à faire grandir notre chaîne. Pour plus d'informations, d'articles et de ressources sur l'investissement, n'hésitez pas à aller consulter le site www.iq-invest.fr, développé par Hugo en personne. Et juste avant de commencer l'épisode, petit disclaimer, nous ne sommes pas des conseillers financiers et cette émission est à but informatif. Comme le dit Warren Buffett, le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. Donc soyez responsable de vos investissements. Et n'oubliez pas qu'investir comporte des risques de perte en capital, donc faites vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Sur ce, Hugo, dis-nous aujourd'hui de quoi allons-nous parler? Écoute, aujourd'hui, on va faire un sujet en semi-impro, comme on le faisait au début du podcast. Donc ça va être un sujet un podcast dans lequel on va parler de sujets un peu divers et variés, mais notamment on va parler donc des marchés en ce moment. Vous le savez tous, on a eu une petite baisse sur les marchés, même si, alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc où on enregistre le podcast, on est le mercredi 14 mars à 21h et les marchés américains sont en train de remonter puisqu'on n'est plus du tout au plus bas. Si je prends là le S&P 500 depuis un mois, on était descendu autour des 5500 points sur le S&P 500, là on est remonté à 5680 à peu près. Les marchés ont pris 1%, 1,14% aujourd'hui. Donc bon, tout ça pour dire que ça remonte petit à petit. Est-ce qu'on a vu le plus bas? Est-ce que ça va remonter à partir de maintenant? On n'en sait On rien. n'est pas devin. Ouais. Mais voilà, toujours est-il que ça a baissé et ça a baissé pour plein de raisons différentes. Est-ce que tu veux nous en dire quelques-unes, Jean? Ouais, absolument. En tout cas, oui, ça a vraiment baissé parce que je pense que, vous le savez, j'ai un peu de Nasdaq en portefeuille et personnellement, T'as moi, vu je me suis Nasdaq fait découper. x2 d'ailleurs. Et je me suis fait découper, mais on va en reparler un peu plus tard dans le podcast. Alors, pourquoi ça baisse en ce moment? Bon, on le sait, il y a Trump qui est passé, il y a eu l'euphorie sur les marchés, le Bitcoin qui est passé à... Il a fait combien en pic le Bitcoin? 110, 108? 108 000 je crois l'ATH du 108, ouais. Bitcoin, 108. 108 000 dollars. Là il est à Donc, 85. dollars? Ouais, 85 000 dollars. et au plus bas il est descendu à 77 000 à peu près. 77 400. Ah, ok. Donc on est bien Ouais, remonté donc depuis les plus bas. il avait vraiment battu son record, hein. On avait battu des records donc à 108 000 dollars. Sur le marché boursier, c'était l'euphorie totale. Toutes les actions étaient au vert. Le Nasdaq prenait 2% par jour, donc je prenais 4% par jour. Le S&P 500 battait ses plus hauts continuellement. Les entreprises bancaires, les pétrolières, etc., c'était vraiment la panacée. Mais il y a eu un peu de mou en ce moment. Avec notamment donc des tensions qui ont commencé à apparaître, et notamment avec la politique de Trump. Alors on n'est pas là pour parler politique, mais on peut quand même parler de ce qui arrive en ce moment, parce que Trump en ce moment veut vraiment faire du protectionnisme, c'est-à-dire privilégier son Amérique, qui lui est chère, au reste du monde. Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu la mentalité américaine depuis le départ, mais là, Trump, il veut vraiment mettre ça en avant. Donc, comment maximiser et favoriser les entreprises américaines? Tout simplement en taxant les produits qui viennent d'ailleurs. Donc, il s'en est pris à la Chine, il s'en est pris au Mexique, il s'en est pris au Canada. Donc, il a taxé, il a détaxé, il a taxé, il a retaxé, il a arrêté les taxes, etc. Là, il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de beaucoup de pressions qui ont été faites. Surtout qu'il est ultra médiatisé, lui-même est il adore parler, il adore tweeter. Ils arrêtent Avec pas les deux, hein. Et il Musk arrête et pas. Trump, ils arrêtent pas. Toutes les 5 minutes, ils te sortent un tweet. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils arrêtent pas.
C'est ça. Et donc avec tout ça, avec tout ce stress ambiant, parce que forcément des droits de douane en plus, hein, puis en plus c'était pas 5 ou 10%, c'était 25, on est même arrivé à 100 ou 200% sur potentiellement les spiritueux, donc on n'en est pas encore là, mais il a quand même mis ça sur la table, donc forcément des entreprises comme Rémy Cointreau, Pernod Ricard, LVMH se sont fait taper sur les Ah doigts. bah voilà. Euh, voilà, ça a été un peu, comment dire, un peu le stress sur les marchés. Donc forcément, le marché n'aime pas quand les politiques ne sont pas stables. Et on peut pas dire que Trump est très très stable, en tout cas dans dans ses agissements. Faut oublier qu'il a voulu racheter le Groenland et qu'il a voulu annexer. Attends, c'était quoi? C'était le Canada. Donc forcément, le marché n'aime pas trop ça. Pourquoi ça baisse également? Bah, on le sait, hein, il y a un conflit, donc le conflit russo-ukrainien. Bah, il y a la trêve, il y a pas la trêve, il y a le respect de la trêve, il y a la guerre, etc. Donc ça aussi, le marché n'aime pas trop. Et bah, également le conflit israélo-palestinien qui ne s'arrête pas, ou c'est même l'escalade de la violence en ce moment. Donc forcément, toutes ces périodes de crise, de doute, bah, font que les marchés ne se portent pas super bien, surtout que tout arrive entre guillemets vraiment en ce moment. Donc les marchés sont plutôt, enfin avancent à reculons. Tu vois d'autres tensions, toi, Hugo? Tout à fait. Non, effectivement, c'est ça. On a majoritairement les droits de douane qui foutent un peu le bordel un peu partout. Il y a aussi une théorie que je trouve extrêmement intéressante. Donc là, c'est une théorie qui nous vient de nos amis américains, qui est assez populaire sur les podcasts qui touchent de près ou de loin à la macroéconomie. C'est que il y a une bataille entre guillemets entre la Fed, entre Jérôme Powell et entre Donald Trump, la nouvelle administration américaine. Pourquoi? Puisque la Fed ne veut pas baisser les taux. Alors, est-ce qu'elle ne veut pas baisser les taux parce que l'inflation est plus élevée que prévu? Effectivement, ça peut être une des raisons. Mais la deuxième raison, c'est aussi potentiellement qu'elle ne veut pas baisser les taux pour ne pas aller dans le sens du gouvernement Trump. Donc, est-ce qu'il y a plus un facteur que l'autre, ou est-ce que c'est un mix des deux facteurs? Bon, comme souvent, la vérité se situe probablement au milieu. Mais toujours est-il que la Fed ne veut pas baisser les taux, alors que l'administration Trump, et notamment Trump et le secrétaire au Trésor Bessent, euh, Scott Bessent, voilà, le secrétaire au Trésor américain, notamment, veut absolument des taux bas, des taux du Trésor américain bas. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de dettes américaines qui arrivent à échéance cette année. J'ai plus les montants en tête, mais c'est des montants colossaux. Et donc, forcément, Scott Bessent et Trump veulent des taux bas pour pouvoir réemprunter à des taux plus intéressants, pour éviter d'émettre des T-bills tous les 3 mois, parce qu'en ce moment, c'est ce qu'il fait en fait le gouvernement américain. Les taux, notamment le 10 ans, sont tellement élevés qu'ils émettent des T-bills, donc des obligations extrêmement court terme à 6 mois, 1, 3, 6 mois. Donc c'est pas quelque chose de forcément extrêmement viable sur le long terme. Et donc la théorie derrière tout ça, parce qu'on arrive quand même quelque part, c'est que Trump et son administration font cracher les marchés volontairement. Pourquoi? Puisque une des missions de la Fed, c'est de garantir la stabilité des marchés. La moitié des Américains ont leur retraite investie sur le S&P 500. Donc vous imaginez bien que si les marchés commencent à baisser de 10, 15, 20%, eh ben la Fed va devoir réagir, elle n'aura plus le choix. Et donc potentiellement, elle va devoir baisser les taux. Donc c'est un peu cette bataille qu'on a aujourd'hui entre la Fed qui garde ses taux, Trump qui les veut plus bas, et globalement les marchés au milieu qui baissent et qui en souffrent. Mais voilà, potentiellement, sachez que si, je sais plus quand est la prochaine réunion de la Fed, mais à la Bah, prochaine justement, réunion... Justement, la prochaine réunion de la Fed était aujourd'hui. Ah, Était aujourd'hui et la Fed donc s'abstient de bouger ses taux face à l'incertitude générée par la politique de Trump. C'est un article du Figaro. Donc la Fed opte sans surprise pour le statu quo. Donc la baisse des taux euh, n'est pas encore en route. Voilà. bah alors tu vois, justement, j'allais dire, le jour où la Fed baisse les taux, ça sera probablement une relance des marchés, potentiellement les marchés repartiront dans le vert. Mais ben, ça sera pas le cas.
Ça sera, Donc, ça sera pas pour prochaine demain la réunion de veille. la Fed, ouais. Même si, pour l'instant, aujourd'hui, tout est dans le rouge, hein. Moi, je vois sur l'application Bourse, il y a absolument tout, enfin, tout est dans le vert, pardon. Il y a tout qui est dans le vert, sauf une ligne. Est-ce que tu devines laquelle c'est, Jean? Quelle est la seule ligne en rouge sur toutes les entreprises que je suis? Et que tu suis ou que tu as en portefeuille? Les deux. À Evolution AB? Ouais. Mais pourquoi j'ai des ballons sur mon sur mon truc, je sais pas. J'ai fait un signe, il y a des ballons qui sont apparus. Ok, mais oui, effectivement, tout est dans le vert sauf Evolution AB. Bon, Evolution AB, Eh éternelle ben descente écoute, aux enfers. tu veux savoir, moi, Euh... quelle action j'ai en négatif en ce moment? Parce que pas plus tard qu'il y a un mois, j'en avais aucune. Ah non, mais Si alors j'en par avais contre, dans une le qui est aussi bien. portefeuille en négatif, j'ai Ah, beaucoup plus que ça, hein, parce que non, je te ah parle ok. juste sur aujourd'hui. Non, non, non. D'accord, ah ouais, parce que je me suis dit, putain, je sais pas comment tu fais, ton portefeuille, vraiment, il est costaud ou t'as vraiment des belles plus-values latentes parce que le mien, Ah par non, contre, moi, il a pris cher. le cours de Applied Materials, il fait comme tout le monde, hein. J'ai pas, j'ai pas une action magique. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Bah, d'ailleurs, tu veux nous dire un peu, tu veux nous parler un peu de ton portefeuille, quel a été Ouais. l'impact de cette crise, enfin crise, non pas crise, mais de cette baisse assez flagrante et assez rapide, en tout cas, du Bah marché sur ton écoute, portefeuille? pour moi, ça a été assez rapide, hein, moins 8 000 € en une semaine. Bon, c'est sûr que dit comme ça, tu vois, tu te dis ouais quand même, mais en fait, dans la vérité, c'est des plus-values latentes parce que mon portefeuille est toujours dans le positif. Tu vois, je suis à 7 900 de plus-value latente. J'étais à 15 000 avant que ça baisse. J'avais une valeur de portefeuille d'à peu près 65 000. Aujourd'hui, il est remonté à peu près à 59 000. Au plus bas, j'étais descendu à 57 000 il y a 2 semaines. Ok. Une semaine, 2 semaines, je sais plus. Mais donc oui, effectivement, il y a énormément de... Enfin, il y a énormément. J'exagère parce que c'est pas non plus la crise de 29. On s'est pas pris moins 50% en 3 semaines. Donc on a une petite baisse en niveau de performance absolue. Tu vois, je suis passé de 30 à 15% à peu près. Et au niveau des lignes du portefeuille, j'avais tout dans le positif sauf Evolution AB. Et maintenant, j'ai 4 lignes dans le négatif. J'ai Evolution AB, toujours, évidemment. Applied Materials, le Nasdaq 100, mon ETF Nasdaq 100 qui est passé dans le négatif, que j'avais acheté en novembre dernier avant avant l'élection américaine, donc avant l'énorme hausse qu'il y a eu sur les marchés suite à la victoire de Trump, et également Arista Networks qui est dans le négatif. Arista Networks que j'ai acheté très récemment. J'ai ouvert une position à deux endroits différents, à 89 $ et à 83 $. Donc au final, j'ai un PRU qui se situe autour des 87 $. Donc je suis plutôt satisfait parce que c'est un très très bon PRU. D'après mon hypothèse de croissance, ça m'offre 13,6%, 13,67% de rendement sur les 5 prochaines années. Donc voilà, j'en suis très satisfait. Mais je pense qu'on aura comment dire, le temps d'en reparler un peu plus longuement, si vous voyez ce que je veux dire, au sujet d'Arista Networks, parce que c'est une entreprise qui est vraiment intéressante à analyser. Ouais. Donc, j'étais curieux aussi de me dire pourquoi pas l'avoir en portefeuille. Et vous verrez vous écouterez plutôt, enfin, vous verrez ma décision bientôt. Bah Et écoute, du coup, moi, toi, mon portefeuille, ça a été, bah, comme toi, hein, je vais pas te dire qu'il a augmenté, loin de là, j'avais quasiment 5 000 € de performance, enfin 5 000 € de performance euh, latente et je suis à 1182, donc j'ai perdu 4 000 €. Perdu 4 000 € en quelques semaines. Bah, en 2 semaines, ma performance comment dire, ma performance absolue, j'étais à 12%, 12 ou 14%, je crois, donc en pourcentage. Et aujourd'hui, je suis à un peu moins de 6%, donc 5,85. Donc c'est pas top. Enfin, ça a bien baissé pour le coup. Alors, je me suis complètement, vous savez, moi, mon objectif, je suis pas comme Hugo à battre le S&P 500 encore. Donc moi, mon objectif, c'est de le battre. Mais là, je peux vous assurer que je me suis fait absolument découper. euh, et je vais vous dire pourquoi. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes, 5 lignes sur 15 euh, dans le
comment dire, dans le rouge. Donc j'ai LVMH, on est à moins 11% de Ah performance. oui, Bah, c'est là, vrai. C'est vrai ouais, bah oui. qu'LVMH, pour le moment, je suis content d'avoir vendu, tu vois. Après, Après, ça monte vite, hein. Ah, tu vois, avant ces conneries, c'était vite remonté quand même, hein. eh, On était remonté aux 740, elle est etc. toujours à un Là, PER de 24, hein. elle est... Ouais, mais moi, tu vois, il y a eu le dernier Grand Prix de Formule 1. Je crois que c'était le week-end dernier. Et tu sais, LVMH a investi notamment ces Ouais. trois marques phares. Alors, il y a Tag Heuer, Moët et Chandon, et j'ai oublié l'autre. Bah, je crois que c'est Louis Vuitton. Oui, c'est Louis Vuitton. Donc, ils ont créé un partenariat avec la Formule 1 et pour booster ces trois marques. Parce qu'en gros, Tag Heuer, d'après ce que j'ai compris, va remplacer comment dire, la Rolex qui était le chronomètre officiel. Et donc le dernier Grand Prix, donc je l'ai pas regardé, mais c'est ce que j'ai vu à peu près sur quelques vidéos sur YouTube. Tu voyais Louis Vuitton, Tag Heuer, de partout, de partout. Donc je pense, parce que c'est un sport de riche, entre guillemets, hein, c'est un sport quand même, enfin, faut avoir de l'argent pour avoir une Formule 1, euh, et même pour pouvoir faire du karting ou que sais-je, enfin des sports motorisés. Donc je pense que LVMH, de toute façon, ne peut plus croître de façon organique, elle peut croître que de façon externe, donc en faisant des acquisitions et en se développant sur d'autres secteurs. Ça Donc dépend des segments. Tu regardes les segments comme Sephora, il y a énormément de croissance organique, je pense que mais c'est vrai Sephora, tu que vois, c'est un peu comme L'Oréal, tu vois. Enfin, oui, ça peut encore se développer, mais ça a tendance à quand même à rester relativement stable. On n'est pas sur du cloud qui cartonne, tu vois. Ça reste quand moi même je des te dis, matières. ce qui me fait extrêmement peur pour LVMH, et c'est pour ça, tu sais, je m'étais fait découper un peu dans les commentaires quand j'avais expliqué dans la vidéo que j'avais vendu LVMH, L'Oréal et Dassault Systèmes. Alors bizarrement, jamais personne ne m'a reproché d'avoir vendu L'Oréal et Dassault Systèmes, tu vois. Par contre, LVMH, ça, j'en ai entendu parler. Mais du coup, globalement, moi, ce qui me fait peur sur LVMH, c'est surtout la Chine, parce que LVMH est extrêmement dépendante de la Chine. Je pense que dans mon portefeuille aujourd'hui, ça doit être, enfin, c'était l'entreprise probablement la plus dépendante. On a aussi Applied Materials qui est extrêmement dépendante de la Chine, mais c'est différent. Elle est pas dépendante, enfin, elle est dépendante des entreprises, des Ouais, semi-conducteurs chinoises qui vendent dans d'autres pays du monde, alors que LVMH, c'est spécifiquement l'économie intérieure chinoise, dont elle c'est était du exposée à B2C, plus de ouais. 30%, quoi. C'est du B2C en Chine, ce qui n'est pas du tout le cas d'une entreprise comme Applied Materials. Et tu vois, par exemple, j'ai regardé il y a 2 semaines une vidéo d'un Américain qui fait tout un documentaire de 30 minutes sur l'économie chinoise. Tu sais quoi, on vous la mettra en description pour ceux Ouais, qui ça veulent m'intéresse, regarder. ouais. Alors c'est en anglais, bien évidemment, donc mettez les sous-titres. Et en fait, il explique un peu les dessous de l'économie chinoise et ce qui se cache derrière la croissance de la Chine sur la dernière décennie. Tiens, je l'ai retrouvé. Je l'ai Donc, ouais. retrouvé. Tac, J'imagine que c'est je vais full juste noter le lien. inflation, c'est la machine à Et faire tourner le cash, alors, quoi, à au-delà imprimer. de l'inflation, en fait, le problème de la Chine, c'est que vu que c'est une économie extrêmement dirigée, ils ont subventionné à mort, à mort, à mort certains secteurs, notamment l'immobilier, où ils ont en fait surconstruit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec des villes qui sont entièrement vides, parce qu'ils ont construit tellement d'immeubles, tellement d'infrastructures, que oui, sur le papier, en fait, t'as la croissance qui augmente. Mais au bout d'un moment, tes immeubles, s'ils servent à rien, bah, c'est de la croissance que t'as dans le vide. Non seulement ça, en plus, t'as aussi le fait que le gouvernement chinois est dans énormément d'entreprises au capital. Euh... Et puis un contrôle, c'est pas comme si c'est pas comme la Ouais, voilà. France qui est chez la FDJ, tu vois. C'est Exactement, que tu là vois. vraiment comment dire, Pékin, enfin le gouvernement a vraiment le pouvoir de vie ou de mort sur telle ou telle entreprise. Mm. Une entreprise n'a pas le droit de se développer comme ça si l'autre concurrent chinois s'est déjà développé de la même façon. C'est vraiment, elle a un Ouais, pouvoir de vie ou de mort. C'est pire qu'un activiste au capital, hein. exactement. Et encore
pire que ça, moi, ce qui a été vraiment enfin, il y a deux choses qui me font dire que la Chine, c'est fini. Enfin, c'est fini en tout cas pour la croissance qu'on a vue dans les 10 dernières années. Déjà, vous le savez tous, la population chinoise est en déclin. Vieillissante, ouais. Elle a atteint son pic, tu vois, la population chinoise d'ici les 5-10 prochaines années, 15 prochaines années, 20 prochaines années, elle va décroître. Parce que la Chine, c'est un pays qui commence à devenir extrêmement vieux, c'est le même problème que le Japon, mais encore pire, parce qu'avec leur politique de l'enfant unique, bah forcément, ils arrivent à un moment où toute la génération de l'enfant unique va devoir prendre le relais, et forcément, bah mathématiquement, ils sont 2 fois moins que la génération d'avant, tu vois. Donc, parce il en faut 2 pour faire un enfant, en théorie, donc voilà, enfant unique, forcément ta population est divisée par 2 la génération d'après. Donc premier problème, et deuxième problème, c'est que tu as la croissance du PIB chinois, en fait elle est pas du tout auditée. C'est-à-dire que les chiffres que te communique le gouvernement chinois sur leur croissance, c'est concrètement du pipeau. C'est du pipeau parce que déjà de 1, comme par hasard, ils arrivent toujours pile aux objectifs qui se fixent. Et en plus de ça, ils ont fermé absolument tous les accès à leur base de données économiques. C'est-à-dire qu'avant, dans les années 2010, tu pouvais avoir accès en tant qu'étranger à certaines bases de données, à certains chiffres de l'économie chinoise, notamment via les places comme Hong Kong, Shenzhen et tout ça. Et maintenant, en fait, ils ont tout verrouillé, ils ont tout fermé, c'est complètement opaque. Plus aucun étranger n'a accès aux données économiques de la Chine, à part la Chine. Donc en fait, les données économiques que tu vois de la Chine, c'est celles qu'ils veulent te montrer. Bon, personnellement, Ouais, ouais, je ne crois pas ouais. du tout en l'économie chinoise pour les 10 prochaines années, et c'est pour ça que je pense que la théorie de croissance sur LVMH est vraiment mise à mal, et surtout au prix auquel je l'ai acheté, parce que voilà, j'aurais eu LVMH à 500 euros, je t'aurais dit c'est pas grave, je conserve, tu vois, mais à 740 comme c'était le cas, ça n'a aucun sens dans mon portefeuille à 5 ans, quoi. Ouais, alors je suis d'accord avec toi en partie. Après, je suis pas forcément pour boycotter, parce que encore une fois, LVMH, même si une majorité de ses consommateurs sont sur le marché asiatique et notamment chinois, euh, alors même s'il n'y a pas d'audit au niveau gouvernemental, enfin en tout cas même si nous les Occidentaux, on peut pas connaître les chiffres de croissance réelle en Chine, on peut on peut le savoir plus ou moins via les entreprises auditées, auditées donc sur le marché américain et français, tout ce que vous voulez, parce que tu vois, si L'Oréal, LVMH, etc. affichent une croissance, Hermès par exemple, tu vois, affiche une croissance relativement importante euh, sur le milieu asiatique et sur le milieu chinois, ça veut dire que techniquement parlant, ça se passe plutôt bien. Là, on voit que ça a vraiment baissé, L'Oréal, LVMH, etc. Après, c'est pas non plus une déculottée. C'est juste que pendant l'année 2020, enfin 2021, les mecs, tout le monde était resté chez soi cloîtré. On est tous sortis de là. Donc tout le monde a dépensé comme des fous, etc. Mais moi, je trouve qu'on n'est pas du tout sur une entreprise qui est en phase de décroissance. Moi, je pense que vraiment, on est sur une entreprise on est sur, en tout cas, un cours de bourse qui revient sur à se normaliser. Alors qu'avant, il était complètement. Enfin, tu regardais le cours de LVMH, tu avais l'impression de regarder celui de Tesla, tu vois. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus. Voilà, il se renormalise. Enfin, il se normalise. euh, et je pense que Exactement. la croissance chinoise peut se mesurer via la croissance des entreprises, tu vois, occidentales. Par exemple, Hermès, ça cartonne. Ça n'en finit plus de cartonner, Hermès, sur le milieu asiatique et sur le milieu chinois. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la demande. C'est juste qu'il faut réussir à capter cette demande. Euh, pour prendre le contre-exemple parfait, Kering s'est complètement viandé sur le marché chinois, tu vois. Alors que Hermès, non. Maintenant, moi je pense que LVMH doit essayer d'arrêter comment dire, doit passer au quiet luxury, doit passer à tout ça et doit arrêter d'afficher des monogrammes de partout. Les gens, c'est plus ce qu'ils recherchent. Donc voilà, je pense qu'il y a toute cette phase de transition. Moi, honnêtement, LVMH, c'est, je pense, une des entreprises avec lesquelles je suis plus à l'aise. Déjà parce que je ne l'ai pas acheté non plus très très cher, hein. Je l'ai acheté à 687 euros. J'ai 3 actions à 687 euros, donc c'est pas cher, hein. Mais voilà, j'aurais pu l'acheter plus cher. Euh, T'aurais je pu suis à l'acheter à l'aise avec cette. 740. Là, j'aurais été pas à l'aise.
Mais voilà, moi je pense que je suis plutôt confiant avec cette entreprise. J'ai quand même des belles convictions dedans. Je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Faut pas oublier qu'elle était remontée quand même assez vite. Si on regarde que le cours de bourse cette année, attends, on va se mettre sur un an, elle était remontée à 754 euros en début d'année, enfin le 27 janvier. Donc, on peut quand même imaginer un retour à des cours assez hauts, comme on était habitué dans les années 2021 ou 2022. Moi, ce qui me fait le plus peur, honnêtement, chez LVMH, c'est la passation. Qu'est-ce qu'il fait Bernard, tu vois? Qui sera au board? C'est ça, à la rigueur, vraiment mon principal risque. Bah, Sinon, oui, c'est dis-moi. vrai que après tout dépend. Je pense que LVMH à long terme c'est toujours une excellente entreprise et c'est toujours une très bonne entreprise à détenir, ça c'est sûr. Mais tu vois, tout dépend à quel prix tu l'as acheté. Tout Parce dépend à quel prix tu l'as que acheté. Mais je pense qu'on va reparler un peu plus tard de la valorisation des boîtes. ouais. Alors, juste pour finir donc le propos de tout à l'heure, donc en entreprise dans le négatif, j'ai Nike. Nike a un moins 9% de performance. J'ai envie de te dire, depuis que je l'ai acheté, je l'ai jamais vu dans le vert. Non, elle sort demain ses résultats, donc on va voir ce que ça va donner, parce qu'il y a eu le changement de board, donc ça va faire 2 trimestres. 6 mois. Ça va faire 2 trimestres qu'il est dans la société. Donc c'est le board qu'on avait. J'ai plus sa tête, j'ai plus son nom en tête, mais en gros il avait gravi tous les échelons, hein. Il avait commencé simple stagiaire chez Nike et là Oui. il vient d'être promu PDG, Mm. enfin CEO plutôt. Je pense que ça a été un peu poussé par notamment Bill Ackman qui était rentré au capital. Euh, D'ailleurs, dont ça intéresse, Bill Ackman avait acheté 10%, enfin 10% du capital de Pershing Square avait été placé sur Nike. Là, il a revendu Nike pour les acheter en produits dérivés. Donc, allez voir, il y a tout un tweet qui a été fait à ce sujet-là sur son Twitter. Euh, voilà. Applied Materials, toujours en négatif. Pareil, je l'ai jamais vu dans le vert depuis que je l'ai acheté. Je suis à moins 16% de performance. Je l'avais acheté à 184 dollars. Et Uber, donc je me suis laissé tenter. On en a fait un deep dive il y a 2 semaines de mémoire dessus. Alors, Enfin, un semi deep dive. oui, un semi deep dive. Mais alors, est-ce que j'ai des grosses convictions dans la société? Non. Heu, Est-ce que je l'ai en portefeuille? Bah, du coup, oui, hein, mais elle représente aujourd'hui 1,40 de la pondération totale, donc c'est insignifiant. Je compte, la renforcer un peu. Heu, Pourquoi? Parce que je crois en Uber. Heu, j'ai pas de fortes convictions dedans non plus, mais je pense que, la détenir, je l'ai acheté, je crois, elle a un PER de 16. Ça reste une boîte technologique. Les voitures autonomes, elles sont là, le risque est présent, mais je pense que Uber plutôt, a encore le temps de capter ce marché et a le temps de faire du cash, en fait, tout simplement avec les véhicules autonomes. Là, c'est une entreprise avec une phase de transition, elle commence à générer de plus en plus de cash. Donc je pense que l'avoir en portefeuille peut ne pas être déconnant. Donc c'est pas un conseil d'investissement, mais moi c'est ce que j'ai fait. Ça va pas excéder, je pense, 5%, allez, maximum 6% de la pondération totale de mon portefeuille, mais je pense que ça peut être une petite ligne intéressante à suivre. Moi personnellement, quand je commence vraiment à m'intéresser à une entreprise, il faut que j'en achète un peu. Il faut que je l'ai en portefeuille parce que sinon j'arrive pas à vraiment me dire, à prendre du temps pour l'analyser. Donc, je préfère l'avoir en portefeuille et la larguer un peu plus tard, hein. Je mets pas 14 000 euros dans Uber, hein, faut pas abuser non plus. J'ai vraiment une toute petite ligne, mais juste la petite ligne qui me dit, elle est là, j'ai un petit portefeuille, donc je dois m'y intéresser et je dois vraiment faire un travail dessus pour potentiellement l'augmenter en termes de pondération. T'as combien de Et lignes aujourd'hui forcément, dans le donc, portefeuille? donc j'ai 12 actions, j'ai 12 actions et 2 ETF. J'ai 12 actions et 2 ETF.
Bon, toi, par contre, ça commence à en faire pas mal des lignes là, hein. Aïe, 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 aïe. Le Il va pire, c'est que j'ai falloir faire. sorti une, le pire, c'est que j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps, tu sais, sur la concentration et sur le fait que, sur le fait que quand tu diversifies trop, tu perds en performance. En tout cas, sur le papier, c'est vrai que plus t'as de lignes dans le portefeuille, plus ton portefeuille va tendre vers la performance du marché, en fait, tout simplement. Donc, pour surperformer, il faut se concentrer. Et Et tu te concentres. globalement, là, je suis à 16 positions, si on compte la La nouvelle petite dernière. position. Je suis à 16 positions hors ETF. Ah ouais. Ok. De toute façon, psychologiquement, tu sais, je me suis tout... Alors, moi, c'est vrai que j'aimerais avoir un portefeuille concentré de 8 à 12 positions. Honnêtement, j'adorerais avoir un portefeuille concentré comme ça. Le problème, c'est que j'aime trop acheter des nouvelles entreprises. Puis tu vois, le problème, c'est que ma chaîne en dépend aussi, tu vois, entre guillemets, tu vois, parce qu'à chaque fois, je fais des nouvelles analyses, on fait des nouveaux deep dives, ça nous force à s'intéresser à des nouvelles entreprises, et plus tu t'intéresses à des nouvelles entreprises, plus t'as envie d'en acheter. Et le problème, c'est que aujourd'hui, je me retrouve avec 16 positions. Euh... Je suppose que tu vas en revendre aucune. Alors justement, tu vois, pour l'instant, j'ai prévu d'en vendre aucune, tu vois, mais je me pose la question à chaque fois, je me dis, parce que je me connais, je sais que potentiellement, d'ici un an, peut-être que je vais monter à 20 positions, ce qui est sûr et certain, c'est que je dépasserai jamais les 20 positions, tu vois, parce que à Ok. partir de 20 positions, après, ça devient l'enfer. J'ai pas envie d'avoir un Ça devient portefeuille ingérable. Ouais. à 40 lignes, ça va être ingérable. Et surtout, j'ai toujours envie que le top 5 du portefeuille reste vraiment concentré. Tu vois, j'ai envie que mes plus grosses, j'ai pas envie d'avoir un portefeuille de 20 positions avec 5% sur chaque position. Tu vois, je veux vraiment que le top 5 représente au moins 50% du portefeuille. Et c'est à peu près le cas aujourd'hui. Tu vois, mon top 5, c'est Fortinet, Mastercard, Applied Materials, Visa. Ça doit représenter à peu près 48-47% du portefeuille. Ok. Donc ça reste Ok. concentré. Mais si je devais vendre demain, il y a une entreprise sur laquelle je suis quasiment sûr, tu vois, que si je devais la vendre, je la vendrais, c'est Intuit. Intuit, ouais. Intuit, et c'est même pas forcément parce que c'est une mauvaise entreprise, hein, c'est une très très bonne entreprise, c'est juste que, en fait, objectivement, c'est une entreprise qui me fait chier, tu vois. Intuit, c'est une entreprise, à chaque fois que je vais sur le site pour regarder les résultats, tu vois, j'ai pas envie. Intuit, c'est une bonne entreprise, c'est une entreprise de qualité, je doute pas que, mais elle me fait chier, tu vois, vraiment. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc, Ah bah, Donc en fait, Intuit, ça serait potentiellement celle que je dégagerais en premier le jour où j'aurais besoin de faire de la place. Puis c'est une toute petite position, tu vois, c'est 4% aujourd'hui de ma partie action, ouais, ça ça, va. c'est pas méchant. Et juste pour terminer donc la marque, donc la dernière ligne en négatif, donc c'est le Nasdaq. J'avais acheté du Nasdaq x2, donc leverage x2. Il y a de ça, alors je vais vous dire ça tout de suite, Ouais, historique tu vas de pouvoir nous vente. faire le débrief d'ailleurs, parce que tu avais dit que tu nous ferais un débrief de cette position. Ouais, bah ouais. Donc tu avais acheté le 28 octobre 2024. Donc techniquement, c'était avant l'élection de Trump, vu qu'elle a été élue, je crois, en novembre de mémoire. Donc en tout cas, le 28 octobre 2024, j'avais acheté du LQQ, donc le fameux Nasdaq Leverage x2. Alors comment ça s'est comporté? Bon, bah l'effet levier, c'est pas pour les cardiaques, ça c'est sûr. Euh, Ça monte très vite, ça descend encore plus vite. Ça prend l'escalier pour monter et ça prend l'ascenseur pour descendre. Je venais de l'acheter, on était sur un beau marché haussier, j'étais à 18% de performance latente en même pas 3 semaines, hein. J'étais à quasiment 1000 euros de gain, alors que je venais juste de l'acheter en même pas 3 semaines. Et là, je suis à moins 400. Donc ça veut dire qu'elle a perdu 28 points elle a perdu 28 points en, en pas loin de 3 semaines. Voilà. Donc c'est très brutal, notamment alors pour ceux vraiment qui ont cette volonté de battre un indice
honnêtement, je le déconseille parce que moi, je voulais vraiment battre. J'avais fait cette petite stratégie, ce petit place, comme on dit, voilà, je booste un peu le portefeuille avec du Nasdaq x2. C'est super quand ça marchait haussier, mais quand ça marchait baissier, là, je suis très très loin du S&P 500. Je vais pas vous mentir, je me suis fait découper sur cette action parce que quelques jours d'affilée, le Nasdaq il a perdu 3%. Donc quand il en perd 3, j'en perds Ah, il y a même 6. des jours où il perdait 4% par jour, hein. C'était Voilà, monstrueux, parce hein. que tu m'avais envoyé un petit message. Je me rappelle. Il va comment le LQQ? Le LQQ en une journée, il avait perdu 8%. Donc autant dire que quand la ligne elle représente 14% de ton portefeuille, tu le sens passer. Mais vraiment, tu le sens passer. Donc le LQQ, je vais pas le revendre, hein, même quand il sera en positif. Pourquoi? Parce que c'est pas un effet levier sur une action, c'est un effet levier sur un indice. Le Nasdaq 100, c'est, je pense, l'indice avec lequel je suis le plus confiant. Tu regardes les 100 actions qui le composent, je pense que euh, elles ont encore de très beaux jours devant elles, et même celles qui n'ont pas de très bons jours devant elles, elles seront éjectées au profit d'autres qui auront de très beaux. J'ai envie de te dire, j'ai pas Arista en portefeuille, j'ai pas Fortinet en portefeuille, mais je sais qu'elles sont sur ce petit indice, et tu sais pas, si Fortinet c'est le prochain Nvidia, j'en profiterai même 2 fois plus, étant donné que c'est dans le Nasdaq. D'ailleurs, Arista n'est pas dans le Nasdaq parce qu'elle est cotée au NYSE. Elle est cotée au Nice, ouais, absolument. En plus, Ce qui est assez étonnant d'ailleurs pour une petite, alors ouais. petite entre guillemets, boîte tech comme ça, mais Mais voilà, je suis quand même bien content de détenir ce Nasdaq. Alors, c'est vraiment pour les cardiaques, hein, un x2. À refaire, à refaire. Après, on peut pas prédire la bourse, mais à refaire. Je l'ai acheté un peu en mode YOLO, comme on dit. Je l'ai acheté au prix du marché sans trop me prendre la tête. Est-ce qu'on est dans un creux? Est-ce on était dans un haut? Je me souviens que lorsque je l'ai acheté, la part, elle est assez chère. Je l'avais acheté à 1164 € la part. Et j'en avais acheté 3. Donc j'ai 3110 €. Enfin, j'avais investi donc 3500 € dessus, et je l'avais acheté vraiment au plus haut. Au plus haut. Le Nasdaq venait de battre son record et je l'avais acheté. Donc vraiment aucune stratégie. Si c'était à refaire, je l'achèterais plutôt là qu'en octobre, mais comme on peut pas savoir, voilà, c'est un peu dur de timer. Moi, j'en suis persuadé que le Nasdaq a encore de très très beaux jours et de très très belles années, parce que ici on réfléchit en long terme. Donc, pourquoi pas la détenir dès maintenant en portefeuille et la renforcer à votre convenance. Voilà. Tu serais à l'aise, toi, d'avoir un petit LQQ en portefeuille? pas du tout. Pas du tout. Moi, quand j'ai vu le moins 4% là le lundi, je sais plus combien sur les marchés et que je me suis dit purée, ça veut dire que Jean il a fait moins 8 en une journée. Non, je suis pas. Je serais pas serein. Je serais pas serein. Et d'ailleurs, juste avant de continuer, juste une petite parenthèse, parce que je suis tombé sur ça aujourd'hui. Alors petit spoil, mais du coup donc il y a des actualités qui vont être ajoutées dans l'app et notamment au niveau des watchlists. Donc c'est-à-dire que dans les watchlists il va y avoir une page actualité dans laquelle on va retrouver en fait tous les articles d'actualité relatifs à nos entreprises dans la watchlist. Donc c'est super. Et justement j'ai fait pas mal de tests aujourd'hui et je suis tombé sur des actualités de MPWR, donc Monolithic Power Systems. Alors personnellement je l'ai pas acheté, mais c'est une entreprise que j'ai rajoutée en watchlist et dont j'avais fait l'analyse il y a quelques temps. Et en fait, apparemment, il y a un procès aujourd'hui qui a été lancé par Levy et Korzinski. Alors, j'ai pas plus creusé que ça, mais apparemment, c'est une class action qui a été faite par ce groupe d'investisseurs à l'encontre de Monolithic Power Systems parce que apparemment, ils auraient caché des informations relatives à des défaillances produits sur certaines de leurs puces qui leur ont coûté notamment des partenariats stratégiques avec Nvidia et apparemment qui a entaché leur relation avec Nvidia. Donc, personnellement, voilà, je viens de tomber sur la news aujourd'hui. Donc,
clairement, ça me fait revoir ma thèse sur Monolithic Power System. Tu vois, je suis bien content de pas encore avoir pris de position dessus. Mais si vous avez pris une position dessus, peut-être allez vous renseigner sur le sujet, creuser un peu plus en détail, en attendant d'avoir les news dans l'app, bien sûr. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et du coup, est-ce que tu penses que les US, il y a encore des cartes à jouer sur le marché américain, ou est-ce que le marché américain il est fini là? Non, moi je pense qu'il y a encore de très très belles cartes. Puis j'ai envie de dire, plus le marché il baisse, plus il y a des cartes à jouer, tu vois. Les US, est-ce qu'elles sont finies? Qui est Trump, qui est Biden, qui est Musk qui va virer tous les fonctionnaires de l'Amérique? J'ai envie de te dire, c'est de la macroéconomie, donc déjà de un, on peut rien y faire, mais euh, des Amazon. Tu vois, moi, le cours de bourse, ça a chuté. Enfin, le Nasdaq, il a chuté. Je peux te dire que le livreur Amazon dans la rue, là, sur Paris, dans lequel je travaille, il est au taquet. Tous les jours, je le vois, il est rempli de colis. On utilise toujours autant Google, on utilise toujours autant Meta. Moi, je pense qu'il y a encore de très très belles opportunités. Et je pense même que c'est aujourd'hui qu'il y a des belles opportunités. C'est pas quand on en fait du stock picking en octobre ou en 2024 qu'étaient les belles opportunités, en tout cas moins flagrantes que dans des marchés baissiers ou en tout cas qui corrigent. J'aurais préféré commencer mon stock picking aujourd'hui que le commencer il y a un an. Donc non, je pense que les US sont loin d'être finis. Je pense que le protectionnisme de Trump va faire très mal, surtout si vraiment comment dire, il se force à faire des gros frais de douane. Mais encore une fois, ça reste les États-Unis. Je pense que c'est un pays qui a tellement, tellement surpassé les autres économies que pour le coup, je pense que je suis vraiment un bullish. Il n'y a pas plus bullish que moi sur les États-Unis. Tu vois, les États-Unis, ça reste vraiment le pays où tout est possible. Ça reste le pays où il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a tout aux États-Unis. Et en plus, il y a tout, il y a les meilleurs médecins, il y a les meilleurs informaticiens. Enfin, j'ai envie de te dire, le prochain Fortinet, il va pas être en fait en Belgique. Tu vois. Non, c'est clair. Mais je dis ça parce que je vois beaucoup de commentaires passer récemment, tu vois, de gens qui disent ouais, potentiellement plus miser sur la Chine que sur les États-Unis, tu vois. Bah, à la rigueur, Moi, je suis pas non, d'accord, mais après, alors, moi, je miserais pas sur la Chine. On en a fait un épisode entier dessus. J'ai dit mes convictions euh, sur ce pays. À la rigueur, un continent qui m'a impressionné, c'est l'Europe. oui, je suis d'accord. Je suis C'est d'accord. l'Europe. Quand tu vois, alors bon, des Rheinmetall, c'est vraiment le Nvidia de la Ruhr. Donc la Ruhr, c'est la région allemande d'où vient Rheinmetall de mémoire. Ouais. C'est un La délire. Ruhr. La Ruhr, c'est un délire. Même, tu vois, toutes nos entreprises Dassault Aviation, etc., elles se portent super Thales, bien. Safran. Ouais, mais tu vois, alors, moi, franchement, alors, tu sais quoi, on va en parler de l'Europe. Parce que je comprends pas cet engouement sur les entreprises de la défense. Moi, honnêtement, c'est un truc qui me dépasse. Et qui me dépasse pour plusieurs raisons. Je vais vous dire pourquoi moi j'achèterai jamais une entreprise de la défense. Et tu regardes Rheinmetall, mais son cours de bourse, mais que c'est n'importe quoi. C'est un C'est immeuble. n'importe quoi. Mais attends, t'imagines, elle est passée de 78 dollars à 1380 dollars. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. T'as un ten bagger, quoi. Mais ce qu'il faut voir, c'est que avant ça, le cours de bourse, bon, globalement, il a rien fait pendant 15 ans. Et surtout, c'est aujourd'hui une entreprise qui est à 80 de ratio PE. Ouais. Attends, 80 de PE, mais attends, c'est une entreprise qui fabrique des tanks, c'est pas Nvidia, tu vois. Genre, ils ont pas du tout la croissance d'Nvidia, ils ont une marge nette de 6%. Nvidia, ils ont une marge nette de 60%. Un PE de 80, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis surtout, c'est d'autant plus dangereux que ce genre d'entreprise de la défense, le jour où la paix est signée,
c'est terminé, quoi. C'est terminé. Et en plus de ça, c'est des entreprises qui non seulement dépendent de la géopolitique pour marcher, mais c'est des entreprises qui dépendent énormément de l'État, mais sur tous les domaines. Parce que, alors, Rheinmetall, je saurais pas te dire, on va aller voir s'il y a l'État allemand actionnaire de Rheinmetall, mais dans Airbus, t'as l'État français, dans Thales, je crois que t'as l'État français aussi. Attends, je vais te dire ça, Thales. Oui, Thales... puis c'est surtout que accessoirement, les Ouais, Thales, clients t'as le gouvernement français à 26% du capital, merci. Rheinmetall, ok, il n'y a pas le gouvernement allemand apparemment chez Rheinmetall, donc... Ouais, mais là aussi, tu vois, le Mais bon, problème, il se prend à l'inverse, parce que les clients de Rheinmetall, les clients de Safran, de Thales, etc., c'est qui? Ce sont les États. bien sûr. Et en grande majorité, pour le coup, là, ce sont des États, alors beaucoup Moyen-Orient aussi, mais principalement européens. Là, il y a un engouement absolument incroyable. C'est pas une bulle. Enfin, si, je trouve que c'est une bulle, Bah si, mais c'est carrément une bulle sur Rheinmetall, mec. non, mais même sur les entreprises de la défense. C'est juste que là, on est tellement dans la tendance. Tu regardes les journaux. Franchement, les mecs qui se lancent en bourse aujourd'hui, t'écoutes les journaux, tu dis, ah ouais, mais en fait, la tech, c'est has-been. Tu vois, je vais investir C'est ça. dans de la C130 de combat, c'est plus rentable, tu vois. Et le problème, c'est que en fait, je pense que pour investir comment dire, dans des secteurs comme ça, dans des secteurs de la défense, faut être vachement bearish, tu vois. Faut vraiment penser que la guerre va prendre le dessus sur tout. Moi, je pense on va arriver à trouver la paix, tu vois. Il va y avoir des accords entre l'Ukraine, la Russie. Alors, conflit israélo-palestinien, c'est encore un peu plus complexe, mais tu vois, je pense que je sais pas. Je suis Bah plus ouais, puis quand tu regardes, tu regardes le PE de Rheinmetall sur les 5 dernières années, en 2021, il était à 12, quoi. Ah, mais elle fait rien. C'est une Il est à entreprise qui n'a 80 rien aujourd'hui, fait. le PE. C'est une- C'est une entreprise qui, pour le moment, n'a même pas forcément eu une croissance de ses revenus. Bon, elle a fait 35% de croissance en 2024. Ok, d'accord. Mais enfin, 80 PE, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, pour moi, à partir du moment où c'est un secteur qui dépend de l'État, et qui a des États en clients, c'est mort. Tu vois. Après, Absolument. peut-être que c'est Absolument. moi qui ai tort, hein, parce que si je l'avais eu en portefeuille, ça m'aurait fait extrêmement du bien. Extrêmement bien ma Oui, performance. Hein. oui, mais sur quels fondamentaux tu l'aurais eu en portefeuille, tu vois? Bon, ça aurait été pur Si, bah, spéculatif. ouais, voilà, t'aurais joué la tendance bah, il y a la guerre en Ukraine qui vient d'exploser, ben, j'achète du Rheinmetall, quoi. Mais franchement, moi, je connaissais même pas l'action avant la Mais guerre. personne la connaissait avant. Moi, je te jure, personne. Voilà. Bon, et sinon, dis-moi, t'as découvert d'autres actions qui pourraient t'intéresser? Mais Parce écoute, que j'ai bon, découvert la 16e ligne de mon portefeuille que tu, j'ai craqué, je l'ai acheté hier. tu peux nous en parler un peu plus? C'est une pétrolière, genre. Oh putain, ça a été l'objet de plusieurs appels durant la semaine avec Hugo. Donc on va en parler un peu plus. Voilà, enfin, on va essayer de comprendre pourquoi Hugo s'est lancé dans la pétrolière, Bah, lui qui ne les aimait pas. alors déjà, il faut savoir que c'est pas forcément que j'aime pas le secteur de l'énergie ou du pétrole. Hein, c'est un secteur que j'aime beaucoup. Euh, et Et j'ai fait plusieurs analyses sur le secteur. Enfin, j'avais fait l'analyse de Total Energy au tout début de la chaîne, et j'avais fait l'analyse de Texas Pacific Land Corp. Donc deux profils complètement différents, parce que Total Energy c'est de la pétrolière pure et dure, c'est de la pétrolière classique. Ouais, ils ont des champs d'exploitation un peu partout, ils ont des stations offshore, je sais pas moi, au Gabon, dans les trucs comme ça en mer du Nord. Ils ont les stations-service Total. Mais le gros problème de Total Energy, pour moi, c'est que bah, ça performe pas, quoi. Enfin, Total Energy, t'as pas de croissance. Tu regardes le chiffre d'affaires de Total Energy, t'as 3% de croissance sur les 10 dernières années. Le cours de bourse, il a toujours pas retrouvé ses plus hauts de 2008. Et quand tu prends le dividende réinvesti, tu sous-performes le S&P 500.
Donc, clairement, moi, je me suis dit, Total Energy, ça sert à rien. Puis quand tu regardes, et le pire, c'est que quand tu regardes les autres pétrolières, c'est pas si mal que ça, parce que tu regardes les pétrolières britanniques, tu regardes BP Shell, c'est éclaté au sol. Là, c'est même pas que t'as pas de croissance, c'est que t'as une décroissance du chiffre d'affaires. Tu regardes BP sur les 10 dernières années, elle t'a fait moins 4% de croissance du chiffre d'affaires. C'est catastrophique. Les pétrolières américaines, c'est pas forcément mieux, puis en plus, elles sont super chères. Donc c'est vrai que le secteur de l'énergie, c'est compliqué. Puis tu regardes Texas Pacific Land Corp, donc là, c'est super. Texas Pacific Land Corp, c'est juste un propriétaire terrien, il possède à peu près tout le bassin pernien au Texas, puis ensuite t'as les entreprises pétrolières qui arrivent, qui mettent leurs puits dessus et ils versent leurs royalties à TPL. C'est super comme business model, mais c'est un PE de 100. Bon. Entre l'entreprise qui te fait moins 4% de croissance sur les 10 dernières années et l'entreprise qui te fait une super croissance mais qui a un PE de 100, est-ce qu'on n'a pas un entre-deux sur le secteur du pétrole, tu vois? Bon. Et tu sais, on avait fait la vidéo il y a quelques temps sur les entreprises dividendes. T'avais présenté Lowe's et j'avais présenté donc justement cette entreprise, Canadian Natural Resources. Et en fait, depuis cette vidéo, c'est une entreprise que je suis parce que depuis cette vidéo, je me dis, purée, mais c'est quand même une pétrolière qui est sympa, quoi, quantitativement, tu vois. Plus d'une fois, en fait, je l'avais ajouté dans ma watchlist à analyser déjà, et plus d'une fois en fait je suis retourné dessus dans l'app et tu vois à chaque fois je regardais les chiffres, je regardais les graphiques, je regardais les ratios et je me disais purée mais c'est pas mal quand même comme entreprise en fait. Et il y a 2 semaines par curiosité je me suis dit c'est quoi, on va aller voir un peu plus en détail. Et j'ai commencé à regarder la présentation aux investisseurs et en fait j'ai adoré. Pourquoi? Parce que tu comprends vraiment leur avantage compétitif par rapport aux autres pétrolières. Tu comprends que les chiffres qu'ils ont, c'est en grande partie grâce à leur méthode d'exploitation, puisqu'ils exploitent des gisements de sable bitumineux. T'as plusieurs méthodes d'exploitation de pétrole, tu vois, mais en gros, t'as le puits de forage classique qui va forer dans le sol, tu vois, le truc que tu vois dans tous les films, là, avec l'espèce de truc qui tourne, là, la tige, le contrepoids, enfin bref, le forage un peu classique. T'as les stations offshore, voilà, hyper connues, t'as les grosses stations dans la mer. T'as le gaz de schiste, une autre méthode d'exploitation du pétrole. Et t'as donc les sables bitumineux, peut-être que j'en oublie, hein. Et t'as les sables bitumineux qui sont donc, comme l'indique, des sables en fait chargés de pétrole, quoi. Donc, et pour les récupérer, c'est des techniques de minières, d'entreprises minières. C'est pas forcément des techniques classiques. Ils ont les deux. Ils ont des gisements classiques et ils ont aussi beaucoup de sable bitumineux, à peu près à 47%. Et en fait, sur ces sables bitumineux, c'est des exploitations qui coûtent très cher au début, mais qui ensuite coûtent plus rien à l'entreprise. Ce qui fait qu'elle dégage des marges qui sont absolument indécentes pour l'entreprise du pétrole. Elle a 16% de marge nette, tu vois, donc 14% de marge nette. Elle a pas mal de croissance, et surtout elle a des réserves qui déclinent très très lentement par rapport à leurs concurrents, et en plus de ça, elle a les deuxièmes plus grosses réserves de pétrole prouvé au monde, donc c'est juste monstrueux. Donc voilà, pour toutes ces raisons, en fait, j'ai décidé d'ouvrir une Et en position plus, dessus. j'avais vu, c'est une des rares pétrolières, peut-être même la seule, qui a une note plutôt intéressante sur l'application. Parce que quantitativement, les Ouais. autres, les BP, les Total, les tout ce que tu veux, là, les Exxon, etc., quantitativement, ça fait mal. Ouais, elle a une note de 12,5 sur 20, donc c'est qualifié comme entreprise de qualité, il faut avoir plus de 12 sur 20 pour être qualifié comme entreprise de qualité. Puis il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Déjà, quand tu lis les rapports, quand tu lis les présentations aux investisseurs, t'as vraiment ce côté, j'ai l'impression de voir Constellation Software, tu vois, mais en mode pétrolière. Alors les mecs, ils rachètent tout ce qu'ils peuvent, ils rachètent des gisements de pétrole partout au Canada, ils te rachètent les trucs de Total, de Shell, de Devon Energy, de BP, ils te rachètent des exploitations à tout le monde. Ils t'exploitent ça avec une efficience opérationnelle maximale pour dégager le plus de marge possible. Parce que, bah voilà, dans l'entreprise dans les pétrolières, si le cours du pétrole baisse, tes marges peuvent direct se faire découper et tu te retrouves dans le négatif. Donc, si t'as 3% de marge nette, il suffit qu'il y ait une petite fluctuation de 3% sur le cours du pétrole et c'est terminé, c'est ciao. Donc pour toutes ces raisons, en fait, elle est super. Et puis surtout, ils ont vraiment une politique orientée vers l'actionnaire, dans le sens où leur objectif, et ils le mettent noir sur blanc dans les rapports,
Leur objectif, c'est de maximiser les retours pour les actionnaires. Et pour ça, ils rachètent le plus d'actifs possible quand ça fait sens financièrement. Ils versent un gros dividende, un dividende magnifique qui est augmenté depuis 25 ans. Et ils font des rachats d'actions, ils font vraiment beaucoup de rachats d'actions, et ils ont vraiment cette philosophie orientée vers les actionnaires, retour aux actionnaires, retourner du capital aux actionnaires, efficience opérationnelle, et pour toutes ces raisons, je trouve que c'est une entreprise qui est vraiment super intéressante. En plus de ça, elle bat le S&P 500, dividende réinvesti sur les 10 dernières années, c'est ce qu'on veut, et voilà, En en fait, je plus trouve de ça... ça, et en plus de ça, elle a tout ça pour un PE de 12. 11. Alors que à jouer à 12. Ah, ben, elle est remontée aujourd'hui, donc... Ouais, ouais, PE de entre 11 et 12, quoi. Alors que, franchement, des entreprises avec de la croissance qui génèrent des Et free elle cash verse flow, 5% de dividendes. et putain, généralement, ça se paye quand même un peu plus. Ouais, ah, du coup, ouais, ça, donc, c'est ta première boîte canadienne en portefeuille J. C'est ma première boîte canadienne, c'est la deuxième en watchlist parce que j'ai déjà Constellation Software en watchlist, mais bon, elle est toujours trop chère. Donc c'est la Ouais. première action canadienne en portefeuille et en fait de toutes les pétrolières que j'ai vues récemment, tu vois, parce que du coup j'en ai quand même regardé pas mal, c'est clairement celle qui m'intéresse le plus pour toutes ces raisons. Et tu vois, même j'avais regardé d'autres pétrolières, tu vois, on a parlé un peu tous les deux de Parex Ressources. Bon, c'est en Colombie. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas vous les gars, mais Ouais. je mets pas mon épargne pour les 20 prochaines années en Colombie. Pablo Escobar, tout ça, vous êtes bien mignons, mais c'est mort. T'as Petrobras aussi au Brésil. Bon, quand tu regardes un peu de plus près, il y a de la dilution énorme. T'as un dividende qui est complètement erratique. Saudi Aramco, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Puis je suis même pas sûr que tu puisses l'acheter parce qu'en Arabie Ouais, non, Saoudite, j'ai non, c'est aucune clair. idée de comment t'achètes sur ces marchés-là. Et puis comment tu récupères aussi. Donc, Ouais. Donc voilà, l'avantage de Canadian Natural, c'est qu'elle est dans une juridiction stable, c'est un pays occidental, c'est le Canada. Vous pouvez penser ce que vous voulez de la politique canadienne, on n'est pas là pour faire de la politique, mais toujours est-il que ça reste sur le papier quand même une démocratie occidentale, ça reste un c'est pays un pays avec une développé. législation Ouais. solide, ils se sont développés, il y a tout ce qui est dans le vert. Et clairement, des entreprises occidentales, c'est la meilleure pétrolière, quoi. Y a pas photo. Donc, si je comprends bien, tu es un peu revenu sur ta stratégie dividende. Enfin, je sais à la base, on avait une stratégie qui n'était pas forcément axée sur le dividende. Euh, Ça t'intéresse de plus en plus aujourd'hui? Il y a un peu deux façons de voir les choses, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, je me suis dit j'investis que dans les entreprises qui versent des dividendes. Puis ensuite j'ai analysé Fortinet et je me suis dit c'est peut-être une connerie, tu vois, de me limiter à des entreprises qui versent forcément un dividende. Ça a Donc j'ai commencé avec arrêté. Google. Oui, ça a commencé avec Google, même si maintenant elle verse un dividende. Oui, tout à fait. Donc Google qui maintenant en verse un, Fortinet et Arista Networks qui n'en versent pas non plus. Et je dois avoir 2-3 autres entreprises qui se baladent en watchlist qui versent pas de dividendes. Si je regarde, t'as Amazon, Fortinet, Arista, Fair Isaac et IDEX. Et en fait, je me suis dit c'est dommage de se limiter à que des entreprises qui versent un dividende parce que tu passes à côté de plein d'entreprises technologiques hyper intéressantes. Mais d'un autre côté, j'ai toujours trouvé le dividende intéressant. Après, je suis vraiment persuadé qu'il faut pas avoir une stratégie focus dividende si jamais tu veux performer. Parce que si tu commences à acheter tous les dividendes aristocrates, genre AT&T, 3M, tous ces trucs-là, tu Tu vas vas jamais péter rien les faire. plombs. Mais ça peut tout à fait être un critère tant que le dividende n'est pas choisi au détriment de la qualité et des perspectives de croissance de l'entreprise. Si t'achètes, j'en sais rien moi, une entreprise comme Total, c'est un cas d'école qui verse un gros dividende mais qui te fait 3% de croissance du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années, bon bah c'est pas ça qui va te faire performer non plus quoi. C'est cool parce que tu vas avoir un gros dividende mais au final tu vas sous-performer un simple S&P 500 quoi. Donc l'objectif, ça reste de battre le marché
en prenant en compte le dividende. Donc dividende ou pas, en fait, il faut que l'entreprise puisse battre le marché, en tout cas selon moi. Et donc voilà, c'est pas forcément un critère décisif. C'est pas parce qu'une entreprise verse ou verse pas que je vais la choisir, mais c'est forcément un plus. Ok. Voilà, c'est comme ça que Et je le en vois en tout plus, cas. une entreprise comment dire, qui coche toutes les cases et en plus qui verse un dividende depuis une vingtaine d'années en croissance, etc., Exactement. ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que l'entreprise est solide, elle a les reins solides. Si elle fait tout ça en bouffant pas ses free cash flow, ça veut dire que elle est quand même bien alignée avec ses actionnaires, elle sait gérer son capital, donc ça veut dire beaucoup. C'est vrai que moi je regardais pas forcément beaucoup les dividendes, mais avec toute cette baisse qu'il y a eu, ça m'a un peu ouvert les yeux. Ça m'a un peu ouvert les yeux sur tout ça et je pense que je vais faire un gros travail même. Moi, c'est au niveau des valorisations parce que j'ai eu tendance à acheter trop cher et en plus, c'est un peu comment dire, ça fait un peu mal parce que vu qu'on fait des épisodes sur la bourse assez régulièrement, on prend beaucoup de temps à analyser les sociétés. T'as un peu ce biais de confirmation qui est dit, ok, je Ouais. peux, let's go quoi, je peux l'acheter, je peux l'avoir en portefeuille. Et en fait, ça c'est un gros biais qu'il faut que j'essaye d'éliminer parce que je pense que si je fais le calcul, la majorité des deep dives que j'ai fait, au final, j'ai acheté l'entreprise, tu vois. Alors que euh, je pourrais les acheter, là n'est pas la question, mais est-ce que c'est le bon moment pour les acheter? Et là, je pense que ma question, elle est vite répondue. Je pense que il y a beaucoup d'actions que j'ai achetées beaucoup trop cher. Et tu vois, des baisses comme celles qu'il y a eu ces dernières semaines m'ont vraiment fait conscience euh, qu'il faut vraiment que je fasse un travail sur les valorisations. Donc, il faut que j'arrête de mettre des prix justes avec des PER de 35, 38, des estimations de croissance à 20, 25%. Une entreprise sur le long terme ne peut pas avoir 20, 25% de croissance. Et moi, j'ai tendance à le mettre parce que j'ai envie de l'avoir en portefeuille. Après, sur Donc, l'estimation, c'est sur les 5 prochaines années, donc c'est tout à fait possible que l'entreprise continue sur les 5 prochaines années à avoir une belle croissance, mais c'est vrai que 20% c'est beaucoup. 20%, c'est beaucoup. Donc, ouais, je vais faire attention à tout ça. Euh, Qu'est-ce que t'as acheté trop cher, par exemple? Qu'est-ce que j'ai acheté trop cher? Bah, de toute façon, je vais te le dire. Euh, qu'est-ce qui me saute aux yeux? J'ai envie de te dire, c'est Microsoft. Microsoft, je l'ai acheté quand même Ah ouais. assez cher. Je l'ai acheté bah, quasiment au cours d'aujourd'hui, hein, parce que j'ai quasiment plus de performance dessus. Et c'est une entreprise qui est vachement, comment dire, enfin, pas qui stagne, mais enfin Microsoft, j'ai envie de te dire, si tu voulais vraiment qu'elle fasse ton bagger, fallait pas l'acheter en 2024 ni en 2023. Tu avais un point vraiment d'achat intéressant, c'était en 2022, début, allez, jusqu'à mi-2023. Donc autant te dire que je l'ai pas acheté à cette valorisation-là. Moi, je l'ai acheté à un PE de, je dirais 32, 33. Euh, ouais, un bon 30 en tout cas. Et forcément, c'est pas une entreprise. Alors, je suis à l'aise. C'est Microsoft. Elle va pas disparaître. Elle a des avantages compétitifs importants, durables. Mais encore une fois, le problème, c'est que ma performance aujourd'hui, elle est pourrave sur cette action. Et c'est pas dû à l'action. C'est tout simplement dû à moi. Je l'ai acheté trop cher. Donc, ça fait partie des actions dont je suis pas très stable à l'avoir. Et d'ailleurs, j'ai hésité à la vendre pour tout simplement rallouer cet argent sur des actions plus intéressantes niveau valorisation et même niveau fondamentaux, parce que même si Microsoft c'est très intéressant au niveau des fondamentaux, je sais pas, c'est une entreprise que j'utilise de moins en moins, tu vois, la suite Microsoft, Azure, etc. Personnellement, j'en ai rien à faire, contrairement à celle de Google, par exemple. Mais bon, ça, on en avait parlé dans le deep dive de Google, donc on va pas en revenir là-dessus. Euh, une grosse erreur que j'ai faite aussi, c'est United Health. Alors, une grosse erreur, oui et non, mais j'ai pris conscience de deux choses, notamment avec la politique de Trump. C'est que United Health, donc ils servent le Medicaid
le Medicaid et le Medicare, donc des programmes médicaux, un peu des mutuelles, en gros la sécurité sociale américaine qui avait été mise en place sous Obama. Pour faire simple, en gros, c'est l'État qui doit gérer ça, mais vu que l'État est incapable de gérer quelque chose, un peu comme en France, ils sont répartis le travail avec des entreprises privées. Donc, il y a United Health en grande majorité. Il y a d'autres entreprises de mémoire comme CVS, donc le principal concurrent de United Health. Alors, je l'ai acheté à une valorisation quand même assez importante parce que pareil, j'ai quasiment plus de performance dessus. Donc, je l'ai acheté à une valorisation qui est aux alentours de 30, alors que c'est un assureur. Donc là aussi, une grosse erreur d'acheter un assureur avec un PE de 30. Ça veut dire que je suis prêt à attendre 30 ans de bénéfices nets pour retrouver de résultats nets par action pour retrouver mon prix auquel je l'ai acheté. Donc complètement délirant. Et c'est surtout que je me suis peut-être un peu trop emballé dans l'idée d'acheter United Health parce que je voulais vraiment me diversifier. J'avais pas trop de financière, d'assurance. Donc, je me suis dit, OK, United Health, c'est très, très solide. Quantitativement, les free cash flow, elles génèrent énormément d'argent chaque année. Mais il y a eu des problèmes au niveau de la gestion. Il y a eu notamment des problèmes sur les factures. Apparemment, ils ont trop facturé, donc ils ont fait un peu gonfler les chiffres. Alors, il y a eu un des dirigeants qui s'est fait abattre dans les rues New York en fin d'année dernière. Bon, ça, tu peux pas le prévoir, j'ai envie de te dire, mais après, on n'est pas dans sa vie, donc on ne sait pas forcément les tenants et aboutissants. Et c'est surtout que je me suis rendu compte qu'elle a de très gros contrats avec l'État. Et je pensais pas qu'elle avait de si gros contrats avec l'État, parce que United Health, c'est également un assureur maladie. Parce que vous savez, aux États-Unis, votre employeur est obligé de vous payer une très grosse majorité de votre mutuelle. Un peu comme en France, mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus, vu qu'il n'y a pas de système médical comme chez nous. Donc je pensais que United Health c'était en grande majorité du B2B avec vraiment comment dire, avec des entreprises privées, mais en fait c'est beaucoup de B2J, j'ai envie de dire, avec le gouvernement, quoi. Beaucoup de contrats gouvernementaux. Donc des politiques comme Trump qui sont très agressifs, qui sont très changeantes, ça peut faire peur. Et franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête très longtemps avec des entreprises qui sont trop pieds et mains liés avec le gouvernement. Je l'ai acheté cher. Il y a trop de contrats avec l'État. Il y a aussi un manque de croissance qui est ahurissant. J'ai envie de vous dire, on va regarder vite fait, mais la croissance du prix de l'action. Alors, United Health. euh, la croissance du chiffre d'affaires. Ouais, sur 10 ans, c'est 11%, mais c'est en décroissance parce qu'on était à 11% sur 10 ans et on est plus aux alentours de 9 aujourd'hui. Je vois pas en fait de nouveaux relais de croissance. C'est très 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 segmenté. Je crois que 98% de son chiffre d'affaires est basé aux États-Unis. J'ai envie de vous dire, il va pas y avoir plus de personnes, surtout qu'on est comment dire, dans une phase où il y a un déclin de la population. Je vois pas en fait les nouveaux relais de croissance. Donc potentiellement, ça serait une action dont je pourrais me séparer assez vite. Ça me fait un peu chier de la revendre aujourd'hui parce que j'ai quasiment pas de perf dessus. Je suis pile dans le vert, donc ça ferait vraiment juste une perte de temps. Je pense que je vais encore la conserver. Je vais encore un peu prendre de temps pour l'analyser. Voilà, est-ce qu'elle a vraiment un réel impact dans mon portefeuille? Est-ce que la détenir a du sens? Et, euh, et après, je prendrai ma décision dessus. Mais je pense que ça serait une action que je pourrais enlever. Et s'il y a une action que je sacrifierais aujourd'hui, ça serait United Health, ça serait potentiellement Microsoft et ça serait potentiellement Texas Instruments. Texas Instruments pour quasiment les mêmes raisons. Relais de croissance très faible. Et manque de croissance et honnêtement je vois pas comment son chiffre d'affaires pourrait doubler, tu vois. Donc
à partir de là, vu que je suis un investisseur long terme, et à la fois vu que je suis jeune, j'ai pas forcément besoin de me prendre la tête avec une entreprise centenaire qui fait plus de croissance. Bah écoute, je pense qu'on a bien Écoute, je pense débriefé, hein. qu'on a bien dégrossi, effectivement, mais je te rejoins sur le fait que cette baisse des marchés, ça fait, alors pas remettre en question la stratégie, parce que la stratégie, je pense qu'elle est bonne et que de toute façon, une stratégie, ça se garde sur le long terme. Moi, je suis toujours convaincu par la tech américaine, ça, je pense que ça change pas. Quand tu fais le deep dive de Google ou de Amazon, tu comprends que bon, bah, C'est solide. c'est maxi solide, quoi, tu vois. Puis même au-delà des Mag 7, enfin, tu vois, il y a le deep dive sur Arista qui va arriver dans pas longtemps. Bon, c'est extrêmement solide aussi. Toi, je sais que t'es moins fan d'Arista, mais on aura l'occasion de débattre de tout ça. Mais par contre, c'est vrai que Ça fait attention au réfléchir. valo. Ça fait Attention au valo, réfléchir. ça fait réfléchir. Moi, je sais qu'il y a... Alors, aujourd'hui, je suis à peu près satisfait de tous mes points d'achat, tu vois, dans le portefeuille. Si je devais te dire les deux entreprises sur lesquelles j'ai l'impression d'avoir vraiment acheté un peu cher, mais en même temps, c'est parce qu'elles ont baissé, c'est Applied Materials, parce que j'ai un PRU de 182 dollars et en vrai, j'ai refait une hypothèse un peu plus conservatrice. Tu vois, le prix juste, il serait peut-être plus autour des 150 dollars que des 180 dollars. Ouais. Peut-être un peu emballé dessus. Et Evolution AB, c'est vrai que Evolution AB, première fois où j'ai fait, je me rappelle l'évaluation du prix, ça me sortait un truc à 1700 couronnes suédoises. Je me dis, putain, c'est un truc de ouf, 1700 couronnes suédoises. Bon, au final, quand tu fais l'hypothèse avec des, 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 des résultats hyper conservateurs, tu te retrouves à 1000 couronnes suédoises de prix juste. Donc pareil, je suis un peu au-dessus, je suis à 1100. Euh, voilà, bon, Faut c'est les envoyer deux une cartouche entreprises. dedans, hein. Non, non, Evolution, ah ben, je suis pas prêt encore à rajouter une cartouche dedans là, tu vois. C'est pas encore, pas encore. Ok. Mais voilà, sinon à peu près sur toutes les autres positions, je suis satisfait. Et puis de toute façon, on va garder la stratégie sur le long terme. Il y a que ça qui Ouais, paye. voilà, c'est ça, faut la peaufiner, faut l'améliorer. Elle est pas immuable. Je pense qu'on connaît les grosses lignes, on connaît les grandes lignes de notre stratégie, mais je pense qu'elle mérite encore un peu de travail. Et puis même nous, faut qu'on travaille encore plus sur tout l'aspect valorisation, fondamentaux. Et je pense que les deep dives, j'espère que ça vous plaît, parce que ça nous demande pas mal de temps, mais c'est très très intéressant à travailler. Parce que autant un deep dive, vous allez l'écouter pendant 2 heures, ouais, entre 1h30 et 2h30 pour les plus longs qu'on a fait. Mais nous, à côté de ça, ça nous prend des heures à travailler. Donc forcément, à la fin, on est vraiment à l'aise avec les entreprises. Tu vois, toutes les actions sur lesquelles on a fait des deep dive, honnêtement, je les ai quasiment toutes en portefeuille. Et honnêtement, je suis satisfait, tu vois. Je suis content et je suis rassuré. Carrément. Bon, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Et on espère que ce podcast vous a plu. C'était un petit peu un format discussion. Il y avait moins de trame à proprement dit, comme vous avez l'habitude. On espère que vous avez appris quelque chose d'utile avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce dont vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, votre performance s'est faite découper? Quelles ont été comment dire, vos futures recommandations? Quels ont été vos futurs axes de recherche et d'amélioration pour les prochaines baisses qui arriveront, parce qu'elles arriveront? N'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire, ça nous intéresse. Avant de partir, vous pouvez nous retrouver en tapant Focus Fondamental Podcast sur toutes les plateformes de podcast ou encore YouTube et Instagram. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de laisser un like et un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous tous les lundis matins à 8h pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et de vos finances. À très bientôt. Ciao, salut. Ciao.